Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait d'un roman québécois, celui de Valérie Lafortune, édité à l'Atelier des Rêves, Le Sceau de la Mort, une enquête de Lizzie Lalonde. Prologue. L'eau de pluie, accumulée dans les nids de poules de la rue Notre-Dame, scintillait sous la lueur des lampadaires. Lizzie s'en voulait d'être en retard. Ses parents lui avaient demandé de rentrer avant minuit, mais son copain et chauffeur désigné s'était saoulé et endormi dans les toilettes. Elle avait donc accepté un lift d'un gars de son école. Prends la prochaine rue à droite, indiqua Lizzie, soulagée de rentrer chez elle après une soirée décevante. Je connais un détour, ça va aller plus vite. Pas besoin de détour, la maison de mes parents est juste sur le coin. Laisse-moi débarquer, je vais marcher. Non, pas question. Un silence à glacer le sang s'installa dans la voiture. Du haut de ses 15 ans, Lizzie était tout sauf naïve. Elle comprit tout de suite que quelque chose ne tournait pas rond. J'aurais dû me méfier, songea-t-elle, et refuser qu'il me raccompagne. Je ne sais même pas ce qu'il faisait au parti. Il est habituellement pas invité. Personne l'aime, tellement il est bizarre. Son cœur se mit à battre la chamade. Il galopait comme un cheval pris au piège qui cherche à s'évader. De la bile acide remontait dans sa gorge. Ses mains tremblaient. Effrayée, elle chercha dans sa sacoche un objet à utiliser pour se défendre. Elle tomba sur ses clés de maison, qu'elle serra fort dans ses mains. Il arrêta la voiture à la fourrière du quartier industriel de la ville. Personne dans les parages. Peu d'éclairage. Je veux juste qu'on jase un peu. C'est tout. À l'école, tu me parles jamais, déclara-t-il en fixant ses pieds. Je veux pas parler, je veux m'en aller chez moi, rugit Lizzie en détachant sa ceinture de sécurité. Puis, sans crier gare, il bondit sur elle et l'embrassa de force. Plus Lizzie le repoussait, plus il insistait. Dans un élan d'adrénaline, désespérée, elle graffigna sa main avec ses clés, ouvrit la portière et se mit à courir. Elle courut sans se retourner. Chapitre 1. Bénévolat Stella. 13 ans plus tard, le 18 juillet. Les astres s'alignent parfois pour donner aux urgences des allures irréelles, où tout ce qui se passe défie les lois de la logique. En cette chaude soirée de juillet, un nombre étonnant de patients s'entassaient dans les corridors de l'hôpital de Repentigny. L'attente pour voir un médecin frôlait les 6 heures, et les infirmières n'avaient pas eu le temps de souper. Ce qu'elles avaient, en revanche, c'étaient les nerfs en boule, l'estomac dans les talons et la mèche courte. Pour calmer le jeu, le docteur Lizzie Lalonde avait commandé de la pizza, qui était arrivée 1 heure et quart plus tard, froide et sans pepperoni. Un quart typique de pleine lune. La salle d'attente débordait de spécimens intéressants de la race humaine. Un citadin bien intentionné s'était planté une fourchette de jardinage dans le pied. Un botaniste en herbe hallucinait sur des champignons magiques faits maison. Une dame particulièrement exubérante insistait pour que l'on retire une tique du dos de son chat, prétextant que la clinique vétérinaire était fermée, tout en présentant sa carte soleil, à elle, bien entendu. Bref, tout le personnel avait hâte que la journée finisse pour échapper à cette anomalie astrologique. Le téléphone rouge sonna dans la salle d'urgence. Zoé, une infirmière d'expérience, répondit et nota les informations transmises par Alanis, une jeune ambulancière. Perte de connaissance, pouls faible à 45 battements par minute, pression artérielle à 84/40, glycémie capillaire basse à 1,2 mol par litre, diaphorétique arrivé dans 3 minutes. Zoé avisa tout de suite la docteure Lalonde, médecin de garde à l'urgence, qui réunit toute l'équipe en salle de trauma. Ok, tout le monde, portez attention. On attend une dame de 69 ans, coma diabétique, type 2, sous insuline avec une glycémie extrêmement basse. Les ambulanciers lui ont donné du glucagon pour augmenter son taux de sucre. On a besoin d'infirmières responsables, des lignes intraveineuses, des signes vitaux, des notes et des moniteurs. Aussi, on devrait prévoir un préposé aux compressions. Je sais qu'il est minuit moins 20, on est fatigué, on a eu de la boue dans le toupet toute la journée. Avec un peu de chance, ce sera le dernier rush de la soirée.
Pour conjurer le sort, Lizzie frappa 3 fois sur la table de bois à côté d'elle. Zoé, peux-tu remplir le chariot de code avec du glucagon, du gel de glucose et 10 poches de dextrose à 5%? C'est beau, docteur Lalonde, je m'en occupe, confirma Zoé. L'équipe, bien rodée, se mit en action selon des mouvements chorégraphiés, tels une valse. La préparation des solutés, couvertures chaudes et équipements d'intubation étaient exécutés de façon calme et calculée. Anticipant le pire, vu les données préliminaires reçues des ambulanciers, un inhalothérapeute et des préposés aux bénéficiaires furent appelés en renfort. Lizzie appréciait cet instant de calme avant la tempête. Une énergie électrisante l'envahissait. Ses neurones s'activaient et elle se sentait vivante. Elle roula entre ses doigts le pendentif de Saint-Raphaël qu'elle portait à son cou depuis plus de 5 ans maintenant. C'était un cadeau de sa sœur, reçu lors de sa graduation de médecine. Par superstition, chaque fois qu'elle entrait en salle de trauma, elle touchait son pendentif, une prière à sa façon. Jusqu'à maintenant, ça lui avait apporté chance et succès. Lizzie était née sous une étoile bienveillante. Du moins, jusqu'à cette soirée du 18 juillet, où sa bonne étoile s'éteignit. Chapitre 2. Memento Mori. En situation d'urgence, Lizzie gardait toujours la tête froide. Efficace, elle avait l'esprit vif et l'habitude des situations précaires. Elle savait gérer son stress et celui des gens autour d'elle. En regardant cette salle de trauma moderne, le pendentif de Saint-Raphaël roulant entre ses doigts, elle se revit à Kandahar, en Afghanistan, dans sa tente médicale. Déjà à cette époque, elle avait la réputation de rester zen en toutes circonstances. Doc, le soldat de garde à la guérite du camp vient d'appeler. Les forces ennemies nous emmènent un blessé par balle dans la boîte d'une camionnette. Ok, vous connaissez la routine. Sergent, tu t'occupes des signes vitaux avec Pete et Baveux. Sid et Kyler, vous êtes responsables de la médication. Caucus, appela le sergent. À l'instar des joueurs de football, les 6 médics formèrent un cercle, bras dessus, bras dessous. Leur bref instant de recueillement, à peine 3 éternelles secondes, fut suivi de leurs cris de ralliement. Rock and roll, motherfucker! Lança Baveux en craquant le son du ghetto blaster. Un soldat ennemi avait été atteint à la tête de plusieurs projectiles. Il saignait abondamment. Son pouls filant suggérait un état de choc et son rythme cardiaque une fibrillation ventriculaire. Voilà pour cet extrait. J'espère que ça vous a donné envie de poursuivre la lecture. Donc, vous pouvez vous le procurer sur Amazon, sans problème, ou à l'Atelier des Rêves pour le Québec. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.